Eh oui, vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? On continue cette semaine encore une fois notre série Pot Flânage. Parce que vous me dites que ça vous plaît, c'est pas compliqué. Évidemment, il y a des interviews dans le pipeline, des personnes très intéressantes qui vont discuter avec Top Pot. Si vous avez des sujets qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à m'écrire lucprévost@hotmail.com. Si vous connaissez des gens qui font des choses remarquables dans le cannabis et qui devraient être sur Top Pot, écrivez-moi. D'ailleurs, j'oublie toujours de le dire, mais cette fois-ci, je me suis fait une petite note. Je partage plein de liens pour chacun des épisodes. Même une transcription. J'ai commencé à faire ça il y a quelques semaines. J'ai juste oublié de le dire. Donc, on trouve ça sur le site de Top Pot ou dans les notes de l'épisode si vous écoutez le podcast sur Spotify, par exemple, ou sur YouTube. Il y a des gens qui aiment recevoir les alertes de Top Pot quand il sort le mardi soir à 11h59. C'est pour ça qu'ils écoutent Top Pot sur YouTube. Dernier réglage d'intendance, Top Pot, ça se prononce comme Top Gun, en deux mots séparés. Moi, j'ai fait un palindrome en installant un seul P au milieu de TO et OT, mais ça se prononce Top Pot. Et quand on le dit vite, c'est Top Pot. OK, Pot Flânage. On commence par une drôle de nouvelle. La compagnie privée de biotechnologie Real Isolates a reçu un brevet la semaine passée de l'Office des brevets et des marques des États-Unis pour une nouvelle méthode d'extraction. Selon vous, comment cette compagnie va-t-elle extraire? À partir de fleurs et de feuilles ou à partir d'un concentré? Je vous laisse y penser pendant que je me commande un petit café. Et MJ? Ouais. Mon habituel. Merci. OK, de retour. Alors, vous avez fait un choix? Real Isolates, comme dans Isola, va faire cette extraction à partir de la matière végétale ou à partir d'un concentré? Alors, vous faites erreur, quelle que soit votre réponse. C'est comme ça. La nouvelle méthode va extraire des cannabinoïdes à partir de la fumée du cannabis. Incroyable, non? Le produit extrait a déjà un nom. Il s'appelle Smokenol. S-M-O-K-E-N-O-L. La compagnie affirme que sa méthode lui permet d'extraire les cannabinoïdes habituels, mais aussi beaucoup d'autres, beaucoup plus rares. Real Isolates prétend qu'il y a une nouvelle catégorie de produits de cannabis oraux, topiques et inhalés, maintenant grâce à eux. La méthode utilise zéro solvant. Le boss de l'entreprise, un certain M. Westerkamp, affirme que les producteurs de mangeables, les produits comestibles dans le lingo de la SQDC, eh bien maintenant, ils pourront proposer des produits avec des effets similaires à ceux de la combustion. C'est la promesse, c'est le Graal de tous les gens qui font de l'extraction et qui ont des produits autres que les produits habituels. C'est le Graal, quoi. Parce que son procédé utilise des températures élevées, le produit final proposerait une plus grande diversité de cannabinoïdes. J'ai réalisé que le Smokenol est déjà disponible pour les producteurs de mangeables. Personnellement, c'est un concept qui m'enchante. Mais comme on dit au Québec, la preuve est dans le pudding. C'est une autre affaire à suivre. J'ai vu passer un autre truc du genre, pas exactement pareil, décalé dans la chaîne de production. Et j'ai pu échanger 2 secondes avec le PDG de WestCann, un monsieur Andreas Gedeon, G-E-D-E-O-N. Sa compagnie WestCann a maintenant accès à la technologie brésilienne de IoTo, I-O-T-O, une technologie initialement conçue pour l'industrie du tabac qui est maintenant disponible ou appliquée au cannabis. Cette technologie, c'est la promesse de M. Gedeon, devrait perturber le marché des pré-roulés, rien de moins.
Westcan fait des pré-roulés qui ressemblent à 100% à des cigarettes de tabac. J'ai vu des photos, c'est très beau. Pour ceux qui en doutent, je n'ai jamais fumé de ma vie de tabac. Mais on peut trouver que l'objet de la cigarette, le module, est un bel objet. Mais faire des joints sous forme de cigarette, c'est le bout facile que d'autres compagnies, comme Redcan par exemple, maîtrisent parfaitement depuis quelques années, je pense, au minimum déjà. Non, la promesse est dans la reconstitution de la matière végétale du cannabis. Et là, je vais citer texto le communiqué de presse, plus ou moins. Développé à l'origine pour le traitement primaire du tabac, les technologies d'Ioto permettent une homogénéisation complète du cannabis ainsi qu'un contrôle total du processus sur les ingrédients actifs et les caractéristiques de fumage. En conséquence, les équipements de précision pour la fabrication et le conditionnement des cigarettes peuvent être utilisés pour la fabrication des joints ou des pré-roulés, créant ainsi un produit de consommation très cohérent et reproductible avec des avantages significatifs en termes de qualité et de coût. Fin de la citation. Juste une seconde. Merci, MJ. Je prends mon habituel, une seconde. Oh, c'est bon, toujours. Après le café, toujours un peu d'eau. Après le café, toujours un peu d'eau. Dans ma bouteille. OK, je disais quoi? Ah oui, les pré-roulés de Westcan. Westcan veut débuter la production de ces pré-roulés dès décembre 2022 à son usine en Saskatchewan. Et les pré-roulés devraient être disponibles dans le premier trimestre de 2023. Comme tous les cigarettes de tabac qui sont exactement pareilles, M. Gideon croit que les consommateurs de pré-roulés apprécieront l'expérience et le prix qui devrait être inférieur à celui de ses compétiteurs. Les pré-roulés en question seraient donc vendus dans un emballage qui offre le fameux look caractéristique des paquets de cigarettes, tout en étant sécuritaire pour les enfants. L'entreprise a dévisé sur plusieurs marchés à l'extérieur du Canada, des États-Unis évidemment, mais aussi l'Allemagne et la Thaïlande. S'il y a des producteurs autorisés à l'écoute, M. Gideon m'a dit qu'il cherchait de la représentation dans l'Est du Canada. Je vous dis ça comme ça en passant. On flâne, hein, c'est comme ça. Et parce qu'on flâne, par hasard, je suis tombé sur des chiffres de vente par point de vente pour tout le Canada. Les chiffres datent de presque un an, mais ils donnent une belle idée de la bataille dans les provinces où le cannabis est vendu au privé. Dans ce palmarès canadien, les points de vente qui appartiennent à des monopoles d'État dominent largement. Mais on sait déjà tout ça parce que Matt Lammers de MG Biz nous a parlé de ça il y a déjà 3 ou 4 semaines. Mais je voulais partager avec vous les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Alors, les ventes moyennes d'un point de vente au Québec, ça veut dire la SQDC, eh bien, c'est équivalent, et là, je vais arrondir, à 729 000 $ par point de vente de la SQDC. Le deuxième meilleur vendeur par point de vente au Canada, eh bien, c'est le Nouveau-Brunswick, mais presque à la moitié, avec 318 000. Ensuite, on tombe à la Nouvelle-Écosse avec 240 000. Et ensuite, la première province où les points de vente sont privés, eh bien, c'est la Saskatchewan, avec 195 000 $ par point de vente. Donc, le Québec a 729 000 $ par point de vente et dans le privé, 195 000 $ par point de vente. C'est en Alberta où la moyenne par point de vente est la plus faible avec 93 000 $. Alors, techniquement, comme ça, à vue de nez, et sans y réfléchir trop longtemps, cela veut dire que la SQDC est quand même assez bien placée pour mieux payer ses employés. Je vais revenir sur le sujet dans quelques mois, car je viens de finaliser un premier partenariat avec une entreprise qui vend de l'intelligence. Je vais donc pouvoir bientôt commenter plein de choses grâce à cette nouvelle source d'information dont j'ai très hâte de vous parler. J'ai eu mon training la semaine passée et j'attends de me familiariser un peu avec la plateforme pour vous en parler plus abondamment. Et même faire de la pub pour ce commanditaire. Donc, dans le contexte de la grève actuelle des employés de la SQDC, c'est tout ce que je voulais dire. Mais cela me permet d'affirmer que si ça va mal pour les employés de la SQDC, qu'est-ce qui se passe dans le reste de l'industrie?
Là aussi, ça semble aller très mal. Hein? Les producteurs autorisés se plaignent. Mais on les entend dans les médias, et c'est très bien. Les conseillers de la SQDC, les commis, eh bien, ils se plaignent eux aussi. Et on les entend dans les médias par le biais de leurs syndicats. Et c'est aussi très bien. Mais les employés de l'industrie qui se plaignent, et il y en a plein, de plus en plus, eh bien, on n'entend rien, et ça, ce n'est pas bien. Ça gagne combien une trimeuse de cannabis au Québec? Est-ce que son salaire lui permet de vivre ou de survivre? J'ai eu la chance de faire de la trim à la main à quelques reprises. Ce n'est pas facile, ça demande du doigté et c'est très très dur physiquement. En tout cas, c'est mon expérience. Si vous avez le goût de partager des infos sur votre travail et votre salaire dans l'anonymat et dans le respect de votre employeur, eh bien, écrivez-moi à lucprévost@hotmail.com. Le but n'est pas de salir les employeurs, aucunement. Si vous écoutez Top Pot, vous savez que je suis assez respectueux en général, il me semble en tout cas. Mais l'idée de se faire un fichier de type Excel, un tableur en français, pour comprendre quelles sont les normes salariales en vigueur actuellement dans l'industrie, histoire de bien comprendre ce qui s'y passe. Après tout, si les producteurs autorisés veulent bien vivre de leur commerce, il serait normal que leurs employés en vivent décemment également. Et quand je parle de salaire décent, on va y revenir avec des exercices bien précis, mais il y a une différence entre la misère et la pauvreté, et entre la pauvreté et vivre décemment. C'est de ça dont nous allons parler, je ne dirais pas abondamment, mais dont nous allons parler dans les prochaines semaines également. OK, on va aller flâner ailleurs. Vous vous souvenez qu'il y a à peine quelques jours, la planète cannabis était en feu à cause de la nouvelle du nouveau service de livraison proposé par Uber et Liffy. Des millions de gens ont partagé cette nouvelle. Après le buzz de la nouvelle, la réalité semble plus convenue. Les acteurs de l'industrie commencent à admettre qu'il ne s'agit que d'un autre service de livraison et que si le nombre d'utilisateurs de ce genre de service n'augmente pas, eh bien, les profits devront maintenant se partager avec un joueur de plus. C'est tout. C'est le capitalisme. C'est normal. Ça va bien. Les grossistes provinciaux, ils gagnent un outil de plus dans leur stratégie omnicanale. C'est bien pour eux. Les consommateurs et les petits revendeurs légaux, eux, n'y gagneront rien. Mais Uber et Liffy ont accès aux médias et les retombées publicitaires de la simple mention de leur nom sont extraordinaires. Remarquables, minimalement. C'est un peu comme le pardon de M. Biden, ce pardon qui a fait le tour du monde il y a 2 semaines ou 3 semaines maximum. 0 personnes sont sorties de prison à date. Biden, le nouveau héros qui propose une action qui fait plaisir à tout le monde, qui peut être contre la vertu, eh bien, une action qui, dans les faits, ne change absolument rien. On pourrait penser que c'est même une spécialité de M. Biden, qui toute sa vie a voté pour la répression la plus totale. Mais ça, c'est une saga pour une autre fois. Dans un autre registre maintenant, et pour moi c'est une première, eh bien vous me direz si c'est aussi le cas pour vous. Une femme du Nouveau-Brunswick, Mme Pam Staples Wilkinson, n'a jamais consommé de cannabis de sa vie. Elle ne mérite pas une médaille, mais c'est un fait qu'elle raconte. Mais on peut être sobre, à temps plein, et avoir un accident de voiture, et c'est exactement ce qui lui arrive en mars 2021. La dame n'est même pas en faute. C'est une voiture qui circulait dans l'autre sens qui la frappe. Elle est évidemment ébranlée et pourrait même souffrir d'une commotion cérébrale suite à cet accident. La dame appelle le 911 et donne le mauvais modèle de voiture car elle conduit habituellement un autre véhicule. Il ne faut pas oublier qu'elle est sous le choc de son accident. Le répartiteur du 911 informe les policiers que la dame pourrait avoir conduit sous influence. La police arrive au lieu de l'accident et on lui fait passer un test physique qu'elle échoue. On n'oublie pas qu'elle vient de subir une commotion. Et on lui demande en plus donc de prendre des postures comme un peu le Karate Kid, quoi. On la menotte pour pas prendre de chance, et on l'amène au poste pour l'interroger pendant 2 heures, en plus de lui faire subir un autre test en 12 étapes. Jugeant qu'elle avait été maltraitée, Madame Staples Wilkinson
porte plainte. Eh bien, récemment, la commission de police du Nouveau-Brunswick vient de lui donner raison. Il y aurait eu négligence et plein de gestes incorrects. Heureusement, le test de dépistage prouvera qu'elle n'avait pas consommé de cannabis. Les agents recevront une petite tape sur la main. Et Mme Staples Wilkinson, elle, recevra une lettre d'excuse de la part du chef de la police de Fredericton. Ce genre d'incident devrait exploser au cours des prochains mois. Si vous entendez parler de ce genre de choses, prévenez Top Pot. On va tenir une sorte de registre, quoi. On salue au passage le manque d'empathie des policiers face à une personne qui venait de subir une commotion dans un accident. Ça, c'était une bonne nouvelle. Une mauvaise nouvelle, est-ce que ça vous tente? OK, on y va. La semaine passée, l'Office of Cannabis Management de New York, l'OCM, l'OCM a éliminé les critères de limitation des bactéries, des levures et des moisissures pour ses producteurs autorisés suite à leur plainte. Les producteurs autorisés de la région de New York affirmaient que les limites imposées les empêchaient de commercer correctement. Le Bureau de gestion du cannabis a décidé de remettre à jour ses exigences. Comment? Simplement en supprimant l'obligation de déclarer le résultat des tests. C'est incroyable, non? Oh, les PA devront continuer de faire des tests, mais maintenant, l'OCM leur demande de simplement tenir compte des résultats pour en parler seulement si ça les amuse, si ça fait leur affaire, quoi. Des producteurs autorisés qui sont incapables de faire pousser du pot, qui passent des tests standards. Et on pense les aider, leur rendre service en abolissant l'obligation de déclarer les résultats des tests. Les autorités new-yorkaises et certains producteurs autorisés osent affirmer que leur stock sera plus propre que celui du marché noir. Je ne sais pas qui ça rassure, pas moi en tout cas. Évidemment, les propriétaires des services d'irradiation doivent se réjouir de cette nouvelle. Ce casse-tête américain ne fait donc que commencer. Doit-on craindre que Santé Canada diminue ses exigences dans un avenir proche? Je ne crois pas à court terme. Pas avant, en tout cas, que les producteurs américains décident qu'ils veulent leur portion du marché canadien. Ce jour-là, Santé Canada, au besoin, diminuera ses exigences. Il faut juste comprendre, et pour ceux qui ne s'en doutent pas, Santé Canada accepte la plupart des médicaments américains approuvés par le FDA, le Food Drug Administration, sans se livrer aux mêmes tests, car elle n'en a ni les moyens ni l'autorité réelle face aux bulldozers américains. Beaucoup d'observateurs croient que cette mesure aura un impact négatif sur le marché américain. C'est peut-être une occasion en or pour les producteurs canadiens. OK. Une vedette a retenu mon attention cette semaine. Et oui, cette semaine, Sean Diddy Combs devait acheter, ou il est dans le processus d'acheter pour 185 millions de dollars des opérations, donc une compagnie de production et de distribution de cannabis. Cet investissement permettrait la création du premier MSO d'envergure nationale, contrôlé et géré par une minorité visible. Un MSO, c'est un Multi-State Operator. Ma mission a toujours été de créer des opportunités pour les entrepreneurs noirs dans des secteurs où l'accès nous a été traditionnellement refusé. Et cette acquisition fournit l'échelle et l'impact immédiat nécessaires pour créer un avenir plus équitable dans le domaine du cannabis. Fin de la citation. OK, c'est le temps d'aller flâner dans un autre domaine pour nous donner une perspective sur notre industrie du chanvre, mais aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde. On entend parler de chanvre partout en Amérique par les temps qui courent. On parle de le transformer en matériaux isolants, en chaussures, en vêtements, en plastique, en bouffe pour animaux, en briques. Voyez le genre. Dans les faits, la réalité est tout autre. Chez nos voisins du Sud, année après année, la superficie des surfaces de chanvre cultivées diminue. En 2019, les fermiers américains cultivaient à peu près 512 000 acres de chanvre et en 2022, la surface totale est passée à 108 000 acres, donc de 512 à 107 000 acres. En Europe, c'est l'inverse. Et oui, entre 2018 et 2021, la superficie totale consacrée au chanvre a augmenté de 30 % et ce n'est pas fini. Je vois toutes les semaines des initiatives dans beaucoup de pays, entre autres en Ukraine, où ça semble être la panacée. La diminution de la surface de culture aux États-Unis serait due à un ajustement
suite à la course vers l'or du marché du CBD. La promesse d'une culture de rente, un cash crop, donc une culture de rente extraordinaire, n'a pas été remplie et les producteurs américains s'ajustent à la vraie dimension du marché américain du CBD. En quelques années, donc, on est passé d'un cash crop à un crash crop. Comme à New York, où l'on diminue les normes d'inspection, beaucoup d'agriculteurs sans expérience dans le chanvre n'ont pas été capables, par exemple, par simple manque d'expérience, de produire des fleurs qui correspondaient aux exigences des producteurs de CBD. Ce mini-désastre américain va encourager plusieurs nations européennes à augmenter leur production de chanvre. On flâne ailleurs. Après la culture extérieure, on va rentrer à l'intérieur et discuter 2 secondes de culture verticale. Si vous avez un intérêt pour la culture des fruits et légumes, et j'inclus dans ça le cannabis, vous avez entendu parler de la culture verticale. Si vous aimez le pot de haute technologie, vous savez aussi que les fournisseurs de technologie promettent le fameux pot of gold, le pot d'or au bout de l'arc-en-ciel. Alors cette semaine, par hasard, j'ai vu le commentaire d'un gars qui s'appelle Jim Plamondon sur LinkedIn. J'aime beaucoup sa façon de penser. Il a écrit 2-3 trucs très brillants sur le cannabis. Par contre, il s'est éloigné du domaine depuis quelques mois, mais à l'occasion, il lâche un coup de gueule. Donc, il a évoqué la faillite de la start-up d'agriculture verticale Fifth Season. Fifth Season, qui était établie à Pittsburgh, en Pennsylvanie, a fermé ses portes il y a quelques jours. L'entreprise possédait des installations d'agriculture verticale dernier cri, avec beaucoup de robotique pour faire pousser des légumes verts. Juste avant de fermer, l'entreprise avait pourtant juste ramassé un capital supplémentaire de 35 millions de dollars. Jim Plamondon a dit que la seule façon que l'agriculture verticale pouvait réussir, c'est le jour où l'argent et la technologie seraient gratuits. Le gars est un peu baveux, mais en général très logique. Donc, d'un côté, beaucoup de promesses des vendeurs de technologie et de l'autre, peu de données probantes sur les résultats et les retours sur l'investissement. Pour l'instant. L'installation que Fifth Season devait construire dans l'Ohio en 2023 nécessitait des investissements que je qualifierais pour le moins de surprenants. Pour une ferme verticale de 180 000 pieds carrés, Fifth Season prévoyait d'investir 70 millions de dollars. Ça fait tout de même 17 millions de dollars par acre. Et Fifth Season, j'adore ce nom, la 5e saison, n'est pas le seul commerce de ce genre à fermer. L'entreprise française AgroCool, AGROCOOL, vient d'être rachetée pour 50 000 €, malgré des investissements totaux de plus de 25 millions d'euros. Incroyable! Et il y aurait toute une flopée d'entreprises similaires qui ont fermé dans les derniers mois. Sommes-nous rendus à ce moment où la désillusion technologique devient un phénomène contagieux? Je ne sais pas, je ne peux pas affirmer ça d'aucune manière. Je sais qu'il y a des expériences en cours au Québec dans le cannabis et dans la fraise, par exemple. Je ne sais rien de leurs résultats en termes de qualité et de profitabilité, rien. Ce genre d'entreprise communique peu. Est-ce que la fermeture de Fifth Season résulte d'un problème de gestion ou d'un problème technologique? Je connais quelques personnes qui œuvrent dans le domaine, mais personne ne parle. C'est OK. On espère juste des bonnes nouvelles. Mais ça nous amène à se poser la question suivante. Est-ce qu'il y a des compagnies qui font de l'argent dans le cannabis? Ça paraît être une question légitime. Oui, semble-t-il. Il y a des gens qui font de l'argent dans le cannabis, et pas juste la SQDC. Ils sont pas difficiles à trouver en plus. Je vais vous donner un exemple. La compagnie Scott's Miracle Grow est un des leaders mondiaux des produits de culture intérieure et hydroponique, annonce des profits, elle. Leur chiffre d'affaires est de 169 millions de dollars pour le 4e trimestre et il s'agit d'une augmentation de 9 % par rapport au trimestre précédent. Le président n'est pas heureux. On pourrait faire mieux qu'ils disent. Je les crois. Donc avec un peu de recul, et même si l'avenir de la culture verticale est loin d'être assuré, il y a plein d'entreprises qui croient à la haute technologie. Dans le cannabis, il y en a de plus en plus.
La compagnie canadienne Eteros Technologies, E-T-E-R-O-S, en est une qui veut développer de l'intelligence artificielle pour l'industrie du cannabis. Alors, pour y arriver, elle vient d'acquérir Bloom Automation. Et fondée donc en 2016, Eteros Technologies est maintenant le plus grand fabricant d'équipements d'automatisation au monde pour tout ce qui se passe après la récolte. C'est intéressant qu'il y a déjà des critères de avant-après récolte. Donc, on assiste à une spécialisation. En achetant Bloom, Eteros se donne les moyens, semble-t-il, de ses ambitions pour mettre l'intelligence artificielle au service des producteurs autorisés de cannabis. L'automatisation, dans le contexte de la difficulté de recruter du personnel compétent et de les payer correctement, eh bien, ça semble être une solution qui devrait plaire à beaucoup de gestionnaires. Il est quelle heure? Oh, c'est là. Juste un instant. Eh, merci, MJ, hein? OK. Salut. OK, je me ramasse. Je connaissais la théorie et la pratique, mais pas encore l'expression scientifique d'un phénomène courant dans le cannabis, mais pas que le cannabis. Ça s'appelle l'effet biphasique du cannabis. À petite dose, le THC, par exemple, on sait qu'il peut démontrer et qu'il a des propriétés qui diminuent l'anxiété. Une dose plus forte peut provoquer un effet, une réaction inverse. Je suis tombé par hasard sur l'expression dans un article qui discutait du microdosage du cannabis. L'idée derrière le microdosage est de se maintenir là, dans un état positif sans jamais déborder dans l'ivresse du THC, ou minimalement. Une dose trop forte avant de se coucher, par exemple, peut provoquer des réactions adverses au sommeil. L'eau n'est pas biphasique. C'est ma compréhension. Si je me trompe, n'hésitez pas à me signaler mon erreur. OK, j'ai le temps d'un dernier partage. Un truc brillant en plus. C'est une recherche réalisée par une dame qui s'appelle Anna L. Schwabe. S-C-H-W-A-B-E. Et par hasard, sur Discord, la semaine passée, un gars que je croise à l'occasion m'a parlé de la dame et m'a mis en contact avec elle. Par hasard, quelques jours plus tard, j'ai vu qu'elle publiait une recherche assez originale. Les cultivars de cannabis sont souvent associés par les consommateurs à des odeurs et à une certaine teneur en cannabinoïdes. Parallèlement, le nom des souches est parfois totalement incohérent avec la nature réelle des plantes. C'est une des seules options de marketing des producteurs autorisés qui s'inventent des noms. Alors, Mme Schwab et son équipe se sont demandé si les consommateurs pouvaient détecter ces incohérences entre le nom de la souche et ses propriétés, donc en fonction de l'odeur des produits. Et là, je vous cite la conclusion plus ou moins texto. Et évidemment, le PDF est disponible dans les notes de l'épisode. Voici donc les conclusions de l'étude. Nous avons trouvé des preuves que la variation génétique au sein d'une même souche de cannabis est associée à une altération de la perception des arômes. La variation phénotypique de la production d'odeurs mérite une attention particulière car elle est détectable par des consommateurs non experts et peut avoir un impact sur leur jugement de la qualité du produit et leur décision d'achat. Fin de la citation. En d'autres mots, eh bien, la recherche de Mme Schwab prouve qu'on savait que les consommateurs étaient capables de servir de leur tête pour consommer intelligemment. Mais maintenant, grâce à elle, on sait qu'ils savent aussi se servir de leur nez. Et oui, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas nos fleurs. Et voilà, c'était le 126e épisode de Top Pot. Questions, commentaires, critiques, n'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.